Faire de la mer du Nord le plus grand parc éolien au monde, c'est l'objectif de 9 pays européens réunis en sommet dans le port belge d'Ostende. Une attaque à la voiture bélier a fait 5 blessés ce lundi dans le centre de Jérusalem. L'assaillant, un homme d'une trentaine d'années, a été abattu par un civil armé. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne dénoncent les propos de l'ambassadeur de Chine à Paris qui remettait en cause la souveraineté de certains pays. Accélérer le développement des éoliennes en mer du Nord pour faire de cet espace maritime la plus grande usine de production au monde. C'est l'objectif ambitieux de 9 pays européens réunis lundi dans le port belge d'Ostende. Cette zone produit actuellement 30 gigawatts d'électricité. Le but est d'augmenter d'ici 2030 la production à 120 gigawatts et à 300 gigawatts en 2050. Les dirigeants présents ont tous souligné la nécessité de renforcer l'autonomie énergétique de l'Europe. The main topic here is not so much new commitments. The main topic is how do we get it to action? And that means that we need to standardize, we need to work better together, we need to synchronize the supply chains much better. Le défi reste le financement et la réalisation de ces projets à travers des ressources propres. D'un côté, la Chine domine actuellement la chaîne d'approvisionnement des composés critiques comme les batteries. De l'autre, les États-Unis subventionnent largement les investissements pour s'approprier le secteur. The potential we have in North Sea in terms of offshore wind is huge. It is the best quality offshore wind in the world. And the amount of potential we have is enough to power current Europe electricity demand by 6 times. There's a huge potential there. Les industriels soulignent que les procédures pour obtenir des permis sont trop longues pour les investissements dans l'éolien. L'Union européenne dit vouloir faciliter les questions administratives pour permettre aux énergies renouvelables d'atteindre un peu plus de 42% de la consommation totale d'ici 2030. D'abord, il signifie la capacité à produire tous ensemble de l'énergie décarbonée avec ce grand plan d'éolien offshore que nous annonçons et auquel nous contribuerons tous. Ensuite, il signifie notre volonté aussi de bâtir une filière qui produit justement ces fermes éoliennes offshore en Europe. La France y est très engagée. Ce sommet de la mer du Nord est le deuxième du genre. 4 pays, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas, avaient inauguré ce nouvel espace de collaboration avant de l'ouvrir à d'autres participants. Cette zone maritime bénéficie d'eau peu profonde, ce qui facilite l'installation en grand nombre d'éoliennes. La France veut ainsi augmenter sa production à 40 gigawatts à l'horizon 2050. Despite the ambitious energy targets set by the new group of leaders that met here in the coastal city of Ostende in Belgium, representatives of the industry are quite skeptical when it comes to reality. They warn that European industry is not large enough to deliver the 9 leaders' plans and that more investments are needed in manufacturing capacity and key infrastructure such as grids and ports that require billions of euros. At the same time, they say that governments should support new skilling programs so that offshore wind workforce grows from 80,000 today to 250,000 by 2030. Effie Koutsakosta for Euronews in Ostende. Une attaque à la voiture bélier a fait 5 blessés ce lundi dans le centre de Jérusalem. L'assaillant, un homme d'une trentaine d'années, a été abattu par un civil armé. Selon la police, il était originaire de Jérusalem-Est, le secteur palestinien occupé et annexé par Israël. עצרתי פה בגלל שהיה לי רמזור אדום, ראיתי את הרכב שפה מאחוריי, נכנס בשיא המהירות פה, ואנשים שהיו בצומת, מזווית עין, נכנס בשיא המהירות, פוגע באנשים. Le conflit israélo-palestinien connaît une vague de violence accrue depuis le début de l'année. Plus tôt dans la journée, un Palestinien avait été tué par des soldats israéliens en Cisjordanie occupée lors d'une opération militaire qualifiée d'antiterroriste par l'armée israélienne. Antonio Guterres et Sergueï Lavrov ont opposé ce lundi leur vision de la guerre en Ukraine. Alors que la Russie assure en avril la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, le secrétaire général de l'ONU a dénoncé l'invasion russe et ses conséquences. Le ministre russe des Affaires étrangères a lui évoqué l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Tensions between major powers are at an historic high. So are the risks of conflict through misadventure or miscalculation.
Russia's invasion of Ukraine, in violation of the United Nations Charter and international law, is causing massive suffering and devastation to the country and its people, and adding to the global economic dislocation triggered by the COVID-19 pandemic. Мы вновь, как и в годы Холодной войны, подошли к опасной, а может быть еще более опасной черте. Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансовая и экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда Вашингтон и его союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений на поле боя. Все это в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны. Lors de cette réunion, l'ambassadrice américaine à l'ONU a réclamé la libération d'Evan Gershkovich, journaliste du Wall Street Journal, arrêté en Russie fin mars suite à des accusations d'espionnage. Le Conseil de l'Europe a rendu hommage ce lundi à plusieurs prisonniers politiques russes et bélarusses, dont l'opposant Vladimir Kara-Murza, condamné la semaine dernière par un tribunal de Moscou à 25 ans de prison. Son épouse, Evgenia Kara-Murza, a pris la parole lors de l'événement. Thank you for giving me this amazing platform so that I could continue making sure that my husband's voice is heard despite all odds, because this is what the regime wants to do. It wants to silence these voices, and I will not let that happen. Vladimir Kara-Murza a notamment été condamné pour haute trahison en raison de sa critique de l'invasion russe de l'Ukraine. Proche de l'opposant à Vladimir Poutine, Boris Nemtsov, assassiné en 2015 près du Kremlin, il dit avoir survécu à 2 tentatives d'empoisonnement en 2015 et 2017. Outlining the current Russian order of battle in Ukraine, the Institute for the Study of War says Russian forces are operating in decentralized and largely degraded formations throughout the theater. And the current pattern of deployment suggests that most available units are already online and engaged in either offensive or defensive operations. The current Russian pattern of commitment around Bakhmut suggests that the Russian military leadership is increasingly prioritizing the completion of the capture of the city before the start of the Ukrainian counteroffensive, if possible. The Wagner Group continues to take heavy losses. It may well be able to complete seizure of the city at some point. Sustaining Wagner's advance beyond its culmination required the Russian Ministry of Defense to commit airborne forces formations on the northern and southwestern flanks to allow Wagner to concentrate almost entirely on the urban fight. In a rather stark contrast, the Russian grouping in Kherson region is likely the most disorganized and undermanned in the entire theater. Russian elements there have been reconstituted and redeployed after the Russian withdrawal from the west bank of Kherson region in November. The Institute for the Study of War says it is highly likely that the remaining grouping on the east bank is mainly comprised of badly under-strength remnants of mainly mobilized units. Over the weekend, the think tank said Russian mill bloggers have provided enough geolocated footage and textual reports to confirm that Ukrainian forces have established positions in east bank of Kherson region, though it's unclear at what scale or with what intentions. Ukraine Southern Command spokesperson Natalia Humenyuk said she could not confirm or reject the report since, quote, the conditions of a military operation require silence until it is safe enough for Ukrainian military. Le sujet était sur toutes les lèvres des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Réunis lundi à Luxembourg, les diplomates européens ont fait entendre leur colère après les propos de l'ambassadeur de Chine à Paris. Dans une interview, le représentant chinois remettait en question la souveraineté actuelle des anciens pays de l'Union soviétique comme l'Ukraine et les pays baltes. This is clear that the Baltic states and Estonia, we are an independent sovereign country, we're a member of the European Union, NATO, but I hope that there will be explanation. We're not post-Soviet countries, we were the countries that were illegally occupied by the Soviet Union. La Chine s'est par la suite distancée des propos de son ambassadeur, mais cette controverse diplomatique intervient à un moment délicat des relations entre l'Union et Pékin. Les 27 regrettent de ne pas voir les autorités chinoises condamner l'invasion russe de l'Ukraine. De plus, ils estiment que le plan de paix proposé par la Chine est biaisé. Recently, some ideas regarding peace were floated by China and also by Brazil. And for a credible, for a honest peace efforts, one needs to talk to Kyiv and to go there
to see the aggression through their eyes and through the eyes of those who are being bombed. Le chef de la diplomatie européenne est optimiste quant à la possibilité de voir les 27 finaliser dans les prochains jours un plan d'achat commun de munitions. Kiev ne cache pas sa frustration face aux difficultés des États membres à s'entendre sur ce point. Les munitions d'artillerie, en particulier les obus de 155 mm, sont devenues essentielles dans le conflit, car les forces ukrainiennes et russes se livrent à une guerre intense d'usure. L'Ukraine affirme consommer plus de bombes que ses alliés ne peuvent en produire. Les résultats trimestriels de Crédit Suisse montrent l'urgence de la situation. La banque, rachetée par sa concurrente UBS sous la pression des autorités suisses, a subi des sorties de capitaux de plus de 60 milliards d'euros au premier trimestre 2023. Des sorties importantes qui ralentissent mais qui ne se sont pas encore inversées, précise la banque dans un communiqué. Au premier trimestre, Crédit Suisse a dégagé un bénéfice net en trompe-l'œil de 12,4 milliards de francs suisses, mais qui masque une perte avant impôt d'1,3 milliard de francs après ajustement. De nouvelles pertes substantielles sont attendues sur l'ensemble de l'année. Au Portugal, des défenseurs du climat ont collecté 650 000 mégots de cigarettes qu'ils ont déposés sur la place centrale de Lisbonne. Leur objectif, sensibiliser l'opinion publique à cette source de pollution souvent oubliée. Les mégots de cigarettes ne sont pas biodégradables, ils contiennent du plastique, des toxines, des métaux lourds et des produits chimiques. Les fumeurs sont invités à ne plus jeter leurs mégots dans la rue, par respect pour l'environnement.